Alors bonjour à tous et à toutes et ravi de vous retrouver après de longues années. Marienta Osséré, c'est qui? Aujourd'hui, Marienta Osséré, des années après, c'est une mère de famille, c'est une psychothérapeute qui a ouvert un cabinet à Yaoundé, qui travaille en collaboration avec plusieurs hôpitaux de Yaoundé, mais qui a aussi son émission Psychique, qui est une émission qui libère la parole, qui accompagne les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et puis Marienta Osséré aussi, ça reste celle que vous avez connue, mais avec plus de maturité et qui a pris aujourd'hui ses responsabilités. Alors ma place dans la politique, c'est une place qui est d'abord un héritage. Mais cet héritage, je le prends au sens d'inspiration, mais aussi de responsabilité. Comme vous le savez, et peut-être que je vais l'apprendre pour certaines personnes, je suis héritière de Marien Ngouabi, j'allais dire de Marienta Ngouabi, mais non, je suis héritière de Marien Ngouabi. Et en étant sa petite fille, j'ai compris à travers son parcours, ses luttes pour la libération de la nation, mais aussi des nations africaines. J'ai compris son parcours, j'ai compris ses œuvres, ses valeurs qu'il avait envie de transmettre. Marien, c'est ce symbole de la lutte pour les libertés, mais aussi pour l'émancipation. Travailler avec des leaders tels que Anne Hidalgo, des rencontres telles que Édouard Balladur, des collaborations avec Olivier Stirn, des rencontres avec Monsieur Estrosi ou d'autres politiques de la place de Paris, parce qu'on a eu des échanges, on a eu des réunions, on a eu à mettre en place des manifestations. J'ai été aussi très impliquée dans la citoyenneté de proximité, donc dans mon arrondissement, où j'ai fait pas mal d'activités, où j'ai pu organiser aussi des rencontres. Mais tout cela, en fait, m'a appris à collaborer différemment. Parce que toutes ces personnalités dont je parle sont de bords politiques différents. Mais ils ont un but, leur nation, la nation française. Et c'est quelque chose dont je rêve aujourd'hui pour l'Afrique. C'est-à-dire de ne pas considérer notre opposant politique comme un ennemi, mais comme un vecteur, un booster pour faire mieux. Parce qu'en apprenant d'eux, en comprenant leurs intérêts, l'intérêt, c'était un intérêt commun, que ce soit de part et d'autre, on comprend que au centre de tout ça, c'est d'abord, à l'époque, c'était d'abord les Français. Et c'était important pour moi de comprendre, d'apprendre pour faire mieux. Alors moi, j'ai eu un parcours totalement atypique. C'est-à-dire j'ai commencé par le monde des associations. J'ai créé ma première association parce qu'au sein de mon quartier HL, ça je l'avais déjà dit, mais pour la petite histoire, on va faire très court, je voyais déjà les différences. Les différences, je m'explique, les ethniques, sociales, culturelles, au niveau des mixités d'âge. Et j'avais envie d'exprimer des choses. Déjà, très jeune, j'avais envie d'exprimer des choses. Très jeune, j'exprimais déjà des choses. Donc, ce qui m'a valu d'être jeune conseillère de la jeunesse dans ma ville. Et puis, il y avait souvent des concertations où j'étais invitée, des réunions. Et j'ai pris goût. J'ai pris goût à réfléchir sur des solutions. Puis j'ai apporté des solutions
au travers d'une association. Puis après, j'en ai créé une deuxième. Et puis ensuite, nous avons mis des actions solidaires en place. On a appris comment fonctionnait une association, comment il fallait diriger, quelles sont les possibilités qu'on avait au sein d'une association. Donc si aujourd'hui, j'ai pu faire en sorte d'apporter du bien, c'est parce que j'ai compris comment le mécanisme fonctionnait. Je me suis intéressée à ce mécanisme. Et ensuite, comme vous l'avez dit, toutes ces tâches qui pour moi me semblaient anodines, et puis pour certains qui riaient, qui me disaient « mais qu'est-ce que tu fais? Oh là là, toi et tes associations ». Et bien voilà, toi et tes associations m'ont permis d'être reconnus et de poser des actes quand on en avait le plus besoin. Je pense à la crise avec Ebola, où on est parti, on a fait une collecte de thermomètres électriques, électroniques, et personne ne l'avait encore fait, et nous on l'a fait. Ou pendant les inondations du Sénégal, on a collecté des denrées secs pour apporter une assistance alimentaire rapide au Sénégal. Il y a eu tellement de missions, mais dans mes missions qui me sont attribuées, je ne vais pas vous citer toutes les missions en tant qu'ambassadeur pour la paix, parce qu'on voyage à travers le monde, que c'est passionnant, qu'on parle à des dirigeants, des décideurs, on parle aussi à des grandes entreprises. On est très sollicité. Et le plus important, en tout cas pour moi, le plus gratifiant dans ces missions, ça a été la solution, la résolution des conflits. Un conflit, c'est pas seulement une guerre. Un conflit, voilà, c'est pas forcément avec quelqu'un d'autre. C'est pas avec un autre pays. Il y a des conflits intérieurs qu'on peut régler d'une manière simple, en communiquant. Et je sais le pouvoir de la communication. Je sais comme la communication, et d'ailleurs on l'a vu au moment de l'apartheid, quand il y a eu ce fameux grand discours, et que Mandela était au centre, et qu'il a géré cette crise. Mais il ne l'a pas géré en montant un contre un autre, juste en communiquant. Donc, peut-être que mon parcours, c'est pour ça que je vous parle de destin, était un parcours qui était déjà prédestiné. Parce que j'ai commencé par la communication. Mes études sont des études de communicante. Il faut communiquer. Et moi, j'ai besoin de communiquer pour avancer. Pas forcément pour étouffer quelqu'un, mais pour avancer tout simplement. Communiquer pour avancer, ambassadrice de la paix pour régler les conflits. Vous avez dit que c'est pas toujours des guerres et parfois c'est par une citoyenneté et c'est peut-être pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Parlez-nous un peu de ce qui nous réunit aujourd'hui. Pourquoi nous sommes là? Sans noircir le tableau, le terme exact, nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, dans notre pays, les choses ne vont plus comme elles devraient aller. Je m'entends quand je dis comme elles devraient aller. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de nous parler. Vous savez, la partie civile et le gouvernement, ou même les membres de l'opposition, font partie d'une seule famille. Et j'ai coutume de dire que le linge sale doit se laver en famille. Quand ça ne va plus, ça ne sert à rien de se déchirer. Ça ne sert à rien de continuer à se faire souffrir. On peut s'asseoir tout simplement et parler. Moi, je ne veux pas rejeter la pierre sur un parti ou sur un autre. Je ne suis pas là pour ça. Mon rôle en tant qu'ambassadeur de la paix, c'est de pacifier les choses et de créer de l'unicité. Donc, c'est dans ce rôle et dans cette fonction, et surtout en pleine conscience de mon héritage, que je viens m'adresser aujourd'hui aux Congolais. Il y a un événement unique qui va réunir plus de 7000 Congolais sur la place de Paris. Je pense que c'est l'occasion à saisir pour qu'on puisse se parler. Parlons-nous et amusons-nous après. Dansons, faisons la fête ensemble. Aujourd'hui,
L'heure n'est plus à savoir que tu es de l'opposition, tu es du gouvernement, tu es de tel endroit ou d'un autre endroit. L'heure est aujourd'hui d'apporter des solutions à nos parents qui sont restés en Afrique et qui souffrent aujourd'hui. Parce que ce qui se passe au Congo, ça nous impacte nous forcément. Moi aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais, je ne passe pas une semaine sans qu'on me demande d'envoyer un western ou un monogramme. Pas une semaine. Et aujourd'hui, je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas. Et on ne peut pas rester insensible, indifférent aux problèmes que traverse notre pays. Et moi, je dis bien que c'est toutes les classes sociales du pays. Je ne veux pas qu'on stigmatise. Aujourd'hui, toutes les classes sociales du pays se retrouvent dans ce gouffre. Pour sortir de ce gouffre, créons un appel d'air. Ouvrons une porte. Asseyons-nous et parlons. Discutons. Des solutions simples qu'on peut mettre en place d'une manière pragmatique, sans attendre forcément les aides extérieures, le FMI ou quoi que ce soit. Nous avons une occasion unique de nous asseoir et de parler entre Congolais. On enlève les titres, on enlève les fonctions, on se parle d'humain à humain. Et on met en place des actions solidaires, humanitaires, qui ont déjà été testées. Je ne viens pas vous parler d'un programme électoral pour vous faire des promesses et tout ça. Je vous parle de choses qui ont été testées. Je vous ai parlé tout à l'heure de ma mission au Sénégal. Nous l'avons fait, apporter de l'aide alimentaire. Dans d'autres pays, on a apporté de l'aide financière. Et puis, il y a tellement de choses que nous pouvons faire immédiatement pour notre pays sans attendre. Juste en nous réunissant. Peut-être même créer un fonds solidaire des Congolais, des diasporas ou de la diaspora. Ça, c'est rapide. Ce fonds serait bien sûr organisé soit par un organisme, soit géré par même des membres au pays du gouvernement. Et ce fonds permettrait directement de pouvoir apporter une assistance à nos frères. J'ai parlé aussi de cette aide qu'on peut apporter avec les entreprises qui investissent au Congo, avec cette taxe, les entreprises qui sont au Congo, les entreprises aériennes, les compagnies aériennes peuvent nous aider pour transporter cette nourriture. On peut le mettre en place. Transporter aussi des chaussures, transporter des habits, des nécessités de premier secours pour les Congolais, des médicaments aussi. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, mais il faut cette volonté. Et cette volonté passe d'abord par une volonté de se concerter, de se parler. Voilà, je veux qu'on oublie tous ces clivages claniques, ethniques et autres. Et qu'on se retrouve et qu'on se dise aujourd'hui, on ne va pas aller demander aux voisins de venir éteindre le feu qui est chez nous. Prenons nos bassines, notre eau pour éteindre le feu de notre maison. On verra après, on se bagarrera après, mais pour l'instant, la maison brûle. Et comme disait Martin Luther King, apprenons à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous comme des idiots. Moi, je dis tous ensemble. Vraiment, ce 1er février, je n'ai pas obligé. Les gens qui ne vont pas aussi au concert peuvent venir. Moi, en tout cas, à cette invitation, j'ai répondu présente. Parce que la base, le cœur même de mon métier, c'est la communication. J'aime communiquer, j'aime partager et j'aime rencontrer les gens. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui m'ont rencontré dans de nombreuses manifestations, vous le savez, c'est avec un grand plaisir que je vous écouterai et que je serai assise avec d'autres pour qu'on puisse échanger et partager ce petit café, ce petit pot, on dirait même de l'amitié, mais moi je dirais plutôt la fraternité. C'est de la fraternité. Et cette fraternité, pas juste pour se rencontrer, mais pour aller au-delà, pour trouver des solutions. Je ne veux pas qu'on parle juste, mais au sortir de là, il faut qu'on puisse avoir des solutions.
j'aimerais vraiment discuter avec vous lors de cette rencontre, lors de cet échange. On a coutume de dire qu'on a souvent des déformations professionnelles, ça, je vous l'accorde. Pour cette rencontre citoyenne, pour l'unité du Congo. Alors, je vous donne rendez-vous, chers frères et sœurs de la diaspora congolaise, au 206 avenue de Jaurès, près du Zénith, à 14h30, au bar local Rock. Venez, on parle, après on s'amuse. Mais surtout, ce que j'aimerais ajouter, c'est que cette occasion unique, c'est l'occasion de se rencontrer, de discuter, mais c'est surtout l'occasion d'être chacun face à l'histoire, face à ses responsabilités. Et c'est une occasion à saisir unique. Qu'est-ce que je peux apporter comme solution à mon pays? Et il n'y a pas besoin de niveau, il n'y a pas besoin de classe sociale. On a juste besoin de vous. Je tiens à vous remercier, vous qui avez pris le temps de suivre et d'écouter cette émission. Et je vous demande, et je vous dis à très bientôt, et je vous demande de venir dans la paix et l'unité.